Alors bonjour à tous, je suis Émilie Dubois-Ardens, psychologue clinicienne en libéral. C'est moi qui vais vous faire la petite introduction historique issue de Fabienne Giuliani, qu'on aurait aimé avoir avec nous aujourd'hui, mais qui est au Canada, c'est ça, donc qui ne peut pas. Alors avant, j'aimerais vous dire déjà merci au nom de tous, de l'association et de toutes les victimes, d'être présents aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire bravo. Bravo d'oser venir parler, échanger autour de ce tabou. Et j'avais envie de reprendre un exemple, parce que quand vous êtes à un dîner de famille, surtout pour les professionnels qui sont ici, quand vous êtes avec vos amis et que du coup vous parlez de votre travail, vous avez souvent plusieurs regards. Si par exemple moi je parle d'un patient schizophrène, de criminel, de meurtrier, je vais avoir face à moi des amis et des parents qui sont subjugués par ce que je raconte, qui vont me poser des questions et qui vont s'intéresser à ce que je fais. Si par contre je parle d'un patient qui s'est fait agresser dans la rue avec un vol de portefeuille, une patiente qui a un cancer et qui du coup va décéder malheureusement, je vais avoir des réactions un peu plus ah mince, il est dur ton travail, c'est pas facile, tu vois des choses vraiment difficiles. Par contre, face au fait que je raconte que je reçois un enfant qui a pu être violé par son frère, une mère détruite par les viols de son père, ou encore quand je parle de notre livre qu'on a écrit avec Anaïs, là j'ai toujours des réactions un peu du style ah, ah, c'est bien, tu t'engages dans des choses comme ça, c'est bien, c'est chouette. Mais j'ai souvent ce retour un petit peu gêné. Et moi, je me demande, mais pourquoi ça gêne? Pourquoi, du coup, quand on parle de criminologie, quand on parle de patients, on intéresse? Et pourquoi, quand on parle d'inceste, bizarrement, tout le monde se tait? Alors, merci à vous d'être là aujourd'hui, concernés, sensibles de près ou de loin par ce thème, et d'oser ainsi répondre autre chose que des « ah » silencieux au dîner de famille. Parler, c'est aussi protéger les autres. Alors merci à vous d'oser en parler déjà aujourd'hui. Et donc les propos que je vais vous tirer pour l'introduction historique viennent du livre Les liaisons interdites de Fabienne Giuliani. Parcourons les siècles. L'inceste demeure un crime aux frontières de notre conscience. Tapis au sein des familles, il est un monstre, un diable dégoûtant que l'on préfère taire. Il inspire à tous ses contemporains la même réaction, silence ou dégoût. Il est à la fois un crime connu et une horreur invisible qui hante et dérange notre morale. On ne rit jamais de l'inceste, on ne débat pas de l'inceste, sauf aujourd'hui. L'inceste est entré en 2010 dans le code pénal. Il est compliqué à définir car à la croisée des disciplines. Sa dernière définition date de 2018. Donc c'est une agression sexuelle commise par ascendant, concubin ou conjoint. Avec le temps, on a perdu les cousins, les cousines. Il n'est pas en soi un délit ni un crime, il vient habiller le délit. C'est une circonstance aggravante en quelque sorte, mais il n'existe pas à proprement parler. L'inceste ne concerne que les mineurs, dans le code pénal, pas les majeurs, dans le cas d'agression de ce type. L'entrée dans le code pénal a donc été symbolique. Les raisons pour lesquelles on interdit par contre l'inceste diffèrent selon les époques. D'un regard historique, l'inceste est un crime qui existait sous l'Ancien Régime. Sa définition en était différente. Toute relation sexuelle entretenue au sein d'une parenté, dont la spirituelle. Cela pouvait donc être un confesseur avec sa pénitente, et du coup une relation qui pouvait être aussi consentante. À l'époque, c'est le couple qui était accusé d'inceste au niveau moral et religieux, pas juste l'agresseur. Donc on punissait également la victime. On ne condamnait pas de la même façon, en revanche, un père avec sa fille et un confesseur avec sa pénitente. Et pour rappel, l'Église définissait déjà au Moyen-Âge les âges auxquels on pouvait se marier. À la Révolution française, on fait disparaître l'inceste, on le décriminalise, et apparaît le viol à la place, donc en 1791 dans l'article 29 et 30 du Code pénal. Mais en 1810, il réapparaît, et l'inceste devient une circonstance aggravante du viol et des autres infractions sexuelles. Donc il n'existe toujours pas par lui-même, et ne dépend du coup que de ces infractions-là. Mais en 1810, on ne se posait pas la question de l'âge, car on reconnaissait déjà le fait que l'enfant n'a pas le choix de ce type de relation. Et d'un point de vue anthropologique, tout le monde le sait, l'inceste est un tabou. C'est une construction sociale qui date du coup de 1804 du Code civil, là encore. La famille est le sanctuaire sacré des mœurs, dans lequel l'État ne doit pas rentrer. La famille est la cellule souche de la société, sous la responsabilité du père.
À ce moment-là, du coup, on ne commence plus à rentrer dans les familles. Avant, c'était l'Église qui en était responsable. À partir de 1856, il devient un crime dangereux, car la consanguinité devient un thème dont la société se préoccupe. Pour les familles royales, il devient alors très compliqué de pouvoir se marier entre eux. Les médecins s'inquiètent aussi des milieux ouvriers qui émergent au XIXe siècle, et on donne un visage de la pauvreté à l'inceste, car ils habitent ensemble dans une grande proximité. En 1880, les faits divers les publient, avec cette image de la dégradation morale des classes laborieuses et de leur dangerosité pour la société française. L'inceste est devenu un viol commis par des pères sur leurs enfants, avec un tabou dessus. Il y a un discours justificatif à l'époque également, car les femmes sont plus malades et décèdent du coup plus rapidement. Le père remplace donc la mère par la fille, en cas d'incapacité de devoir conjugal ou parce que la maman décède, et il s'en justifie comme tel. Ce n'est pas un inceste, puisqu'il remplace. L'inceste est un crime qu'il ne faut pas nommer, et le penser comme exceptionnel, car il risque de polluer notre société. Et il est souvent associé, malheureusement, à une classe sociale. C'est ce qu'on va essayer un petit peu de déconstruire aujourd'hui. Vous parlez aussi du transgénérationnel parce que ça nous tenait à cœur. Donc je vais vous laisser profiter de la journée et laisser le micro du coup à Bruno Clavy.